va commencer cet atelier. Donc, Maître Amouzou et Maître Lambert arrivent dans 5-10 minutes grand maximum. Donc ça tombe bien car on avait prévu une petite introduction justement sur cette matinée juridique et réglementaire. Donc en fait, au final, si vous voulez, on a souhaité développer cette matinée juridique et réglementaire. Donc c'est la deuxième édition maintenant. Car on s'est aperçu, on s'est rendu compte que c'était quand même une demande pressante de tous les acteurs de l'e-santé, que ce soit des acteurs, on va dire, institutionnels, des acteurs économiques, et également des problématiques qu'on pouvait avoir, car l'e-santé c'est du numérique, et donc c'est des problématiques qui sont internationales et qui vont au-delà de nos frontières. Donc nous avions commencé l'année dernière à faire un atelier au final avec justement le cabinet d'avocats Hoche Avocat, qui nous avait fait le plaisir de venir. On avait fait simplement un seul atelier sur une thématique qui était relative aux objets connectés. Et donc cette année, en fait, on passe un cap. Et l'objectif, donc, c'est de passer un cap avec deux ateliers. Donc nous allons avoir un premier atelier en fait sur comment sécuriser un projet de e-santé, comment sécuriser juridiquement un projet de e-santé. Et ensuite, qui sera suivi d'un deuxième atelier sur la responsabilité des différents acteurs en fait d'un projet de télémédecine. Et donc, bien évidemment, on parle de responsabilité juridique. Ensuite, vous avez la possibilité, si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait, d'avoir entre guillemets, un mini rendez-vous juridique personnalisé, donc avec Maître Lambert et Maître Amouzou. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de l'atelier. Vous pouviez vous inscrire par Internet, mais si vous ne l'avez pas fait, en fait, vous avez une possibilité de les rencontrer. Et donc ces rendez-vous juridiques programmés sont programmés de 12h45 à 12h30, et on a encore des créneaux disponibles à partir de 12h10, 12h15. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressé. Donc l'idée, en fait, c'est là, on va avoir donc deux avocats qui vont nous parler de l'aspect vraiment pratique des choses en matière de e-santé. Donc moi, j'ai une double casquette en fait sur cet événement. Je suis en charge de la programmation de l'université d'été de la e-santé, mais je suis également donc enseignant-chercheur spécialisé en droit de la santé. Je me suis notamment intéressé justement à toutes les thématiques des nouvelles technologies appliquées à la santé. Donc on voulait simplement faire une petite introduction sur cette matinée juridique en faisant un peu de perspective et donc de réfléchir un peu ce que l'on pouvait avoir en ce qui concernait donc les droits et les obligations du patient connecté. Alors c'est pas très pratique pour zapper. Alors la première question, en fait, la première chose qui est intéressante quand on parle de droits et obligations du patient connecté, nous en fait en matière juridique, on aime bien définir de quoi on parle. Et la première question en fait qu'on peut se poser au final, c'est qu'entend-on par le patient connecté? Et ce qui est intéressant au final, c'est lorsqu'on parle de patients connectés, c'est que nous n'avons déjà pas de définition juridique du terme patient. Quelque part, en fait, le Code de santé publique ou aucun texte en fait ne définit le terme patient. Donc pas de définition légale. On sait que ça vient donc du terme latin patiens, qui signifie qui souffre, qui supporte. Mais quand on va regarder le Code de santé publique ou les différents textes de loi, au final, nous n'avons pas de définition. Ce qui est intéressant, et pourquoi il faut qu'on se pose cette question déjà de patient, de définition de patient, car on va le voir, ça va avoir une implication, cette définition, sur quel type de directive ou quel type, on va dire, de texte va pouvoir s'appliquer au patient. Est-ce que je suis dans le cadre d'un patient, c'est-à-dire quelqu'un qui a une véritable relation médicale, une relation de soins, mais après il faut s'interroger sur qu'appelle-t-on une relation de soins? Quand on regarde en fait une définition par exemple du Larousse, on va nous expliquer qu'un patient, c'est quelqu'un qui est dans le cadre d'une relation médicale avec un professionnel médical. Bon. Mais lorsque je prends par exemple un ostéopathe, l'ostéopathe, lorsqu'il soigne ou qu'il traite une personne, pour lui en fait il traite un patient. Alors que l'ostéopathe n'est pas considéré comme un professionnel de santé, d'accord, par le Code de santé publique. Donc, ce qui est important, en fait, c'est peut-être donc cette définition et cette notion donc, que l'on peut avoir de relation de soins ou de notion de soins global. Et donc, ça, c'est extrêmement important, car d'un point de vue juridique et réglementaire, ça va nous permettre peut-être de faire une distinction de cette notion de consommateur ou de simple client, et donc peut-être avec une différence et une distinction de droits et d'obligations applicables à cette première relation. Donc ça, au final, c'est la première question qui est quand même intéressante, c'est de s'interroger sur ce que l'on appelle un patient. Bon, quelle définition on va donner au terme patient? Et vous le savez, vous êtes tous des professionnels de la e-santé. La notion, des fois, entre cette notion de bien-être, santé, médecine,
elle est compliquée. Elle n'est pas forcément évidente en fait à déterminer. Et donc on peut avoir une implication directe, notamment en matière des textes européens. L'autre élément également qui est intéressant, c'est qu'un patient, pour qu'il soit connecté, il ne peut pas être connecté tout seul. Organiquement, en fait, un corps ne peut pas se connecter. C'est comme ça. Et donc pour être connecté, un patient, il a besoin d'un objet connecté. Il a besoin d'avoir un objet connecté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on s'aperçoit et on se rend compte que l'on a une multitude d'objets connectés qui arrivent sur le marché, hein, vous le savez plus que quiconque. On a une multitude d'objets surtout qui sont de plus en plus miniaturisés. On lit en fait des articles de presse où on nous explique qu'avec une puce miniaturisée que je pourrais glisser sous la peau, je pourrais insérer un dossier patient en fait dans cette puce-là. Bon. On lit également que je peux maintenant mettre des micropuces RFID que j'ingère en fait dans des gélules pour savoir est-ce que le patient ou pas a bien pris ou a pris correctement ou pas son traitement. Nous avons tous là en fait dans notre poche ou dans notre sac un objet connecté qui est un téléphone portable. Bon. Donc quelque part un patient, pour qu'il soit connecté, il a besoin d'un objet connecté. Et là, deuxième élément également qui est intéressant, on n'a pas véritablement de définition de l'objet connecté. Pas de définition légale de l'objet connecté et aucune directive européenne qui parle de l'objet connecté. Donc en fait, quand on fait un peu une littérature des différents textes français et internationaux, on va retrouver quand même quelques propriétés qui doivent être communes pour dire que cet objet en fait est considéré comme un objet connecté. Quand on parle d'objet connecté, en fait, on parle d'un objet qui est identifiable de façon unique, premier élément, qui va créer de nouveaux usages et de nouvelles fonctionnalités. Surtout, il est capable de capter les informations de l'environnement. Il est connecté à l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'il va pouvoir communiquer avec une autre machine, quoi qu'il arrive. D'accord ? Et il interagit avec l'environnement en tant que capteur et ou actionneur. Et donc, il est forcément capable d'agir sur l'environnement. Et là, en fait, ça nous permet d'avoir quelque part, quand on fait une littérature de la doctrine nationale et internationale, d'avoir quelque part donc, les 6 éléments qui considèrent en fait, les propriétés d'un objet connecté. Ensuite, l'autre élément qui est intéressant, en fait, c'est de s'interroger sur les impacts que va avoir cette connexion sur les droits du patient. Et lorsqu'on parle de droits du patient, on parle de droits qui sont définis dans le Code de santé publique. Donc en fait, on a déjà quelque chose qui existe en matière de droit. Et quelque part, et ce qui est intéressant en matière de recherche, c'est d'essayer de comprendre comment ces droits vont impliquer en positif ou en négatif, et alors en plus positif et négatif, ça dépend de quel point de vue on se situe et de quel point de vue on se trouve, vont impliquer les droits de ce patient. Premier droit extrêmement important dans le Code de santé publique, nous avons tous en tant que citoyens et en tant que patients un droit à l'égalité dans l'accès aux soins. C'est un code, un article qui est défini, donc, enfin c'est un droit qui est défini dans le code de santé publique, donc le droit à l'égalité dans l'accès aux soins. Donc, et quelque part, cette connexion, elle va permettre, on va dire, de créer du positif pour favoriser ce droit. Comment, par exemple, en permettant à des personnes isolées ou n'ayant pas la possibilité d'accéder à Internet ou à une certaine technicité, de pouvoir accéder plus facilement soit à une analyse médicale pointue ou soit à un avis d'un professionnel de santé. Donc ça peut être le positif. Mais également, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est que cette connexion, et de façon plus globale, les nouvelles technologies peuvent entraîner également donc, de la discrimination entre les patients. Quand on parle de discrimination, on peut parler, premier élément, par exemple, difficulté d'acceptabilité sociale de l'objet connecté, difficulté de compréhension. On peut également parler de fracture digitale, c'est à la mode, c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité. Et donc cette fracture digitale crée des inégalités numériques qui pourraient entraîner donc en fait une faille dans le droit à l'égalité dans l'accès aux soins. Deuxième grand droit fondamental, le droit au respect du corps humain. En tant que patient et en tant que citoyen, il y a un article fondamental, c'est l'article 16 du Code civil, c'est le principe de l'inviolabilité du corps humain. Donc, pour pouvoir agir sur un corps humain, j'ai besoin de 3 éléments. Premier élément, bien évidemment, il me faut le consentement de la personne. Deuxième élément, j'ai besoin de justifier d'une nécessité médicale qui a été en fait progressivement modifiée dans le Code de santé publique par la nécessité thérapeutique, mais j'ai besoin quand même de justifier d'une nécessité ou d'un intérêt thérapeutique. Et on a rajouté une 3e catégorie dans le cadre en fait, de la possibilité en fait, de faire des dons d'organes entre personnes vivantes. Dans certains cas exceptionnels, l'intérêt thérapeutique pour autrui, et cet intérêt thérapeutique pour autrui ne se justifie que dans le cas de dons d'organes entre personnes vivantes. Donc après, on peut s'interroger sur comment je vais
insérer un objet connecté dans un corps humain et comment il va falloir que je rentre dans le cadre de cette définition légale pour pouvoir justifier cette insertion. Et donc, on peut s'interroger, par exemple, sur le premier exemple de cette fameuse puce que je mettrais sous-cutanée. Est-ce qu'il y a véritablement une nécessité médicale ou un intérêt thérapeutique pour le patient de pouvoir, en fait, agir sur ce corps humain? Troisième grand droit fondamental, le droit au respect de la vie privée. Le droit à la confidentialité de ces données. Et là, on va dire c'est vraiment un très très gros chantier, alors forcément de la e-santé globale, mais également de la connexion. La connexion, en fait, va générer des quantités astronomiques de données. Et donc, on a un vrai problème, en fait, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, en fait, c'est de déterminer, donc de savoir... Ah, voilà, je vous en prie. Hein, j'en ai pour 5 minutes et comme ça, vous avez le temps de vous installer. C'est de déterminer, en fait, au final, sur quel impact va pouvoir avoir cette connexion sur ce droit au respect de la vie privée. Et ça pose donc la question également essentielle de la sécurisation des systèmes et des process. J'ai encore lu, en fait, récemment un article, je crois que ce qui est paru hier, où une étude a démontré que nous avions 600% en fait, d'attaques supplémentaires sur des systèmes d'information et de sécurisation qui concernaient les données de santé. Et il y a encore 3 assureurs privés américains qui se sont fait pirater. Bon, donc ça, c'est un vrai challenge. Autre gros élément, le droit à la qualité aux soins. Alors, droit à la qualité aux soins, là également, ça peut poser certaines questions. Le droit à la qualité aux soins, notamment, il y a le droit à la sécurité des soins. Nous avons tous le droit, en fait, à une qualité des soins, à une égalité de traitement en ce qui concerne la qualité des soins. Bon. Sur la sécurité, on peut se poser, par exemple, une question, c'est la problématique de la qualification juridique de l'outil que je vais mettre sur le marché. Est-ce que c'est un dispositif médical ou pas un dispositif médical? Est-ce que l'objet connecté doit être considéré comme un dispositif médical et donc répondre à certaines normes de sécurisation? Bon, donc ça c'est un élément important. Il y en a d'autres. Hein, je balaye tout ça. C'était simplement une introduction. 2 éléments également fondamentaux, le droit à l'information et le droit au consentement en tant que patient. Donc j'ai le droit d'être informé. Ce qui est intéressant au final, c'est que la jurisprudence a établi depuis très longtemps qu'au final, une bonne information, c'est une information tout simplement qui est comprise. Bon, le Code de santé publique nous dit qu'elle doit être claire, loyale et adaptée, mais au final, elle doit être comprise. Adaptée, c'est-à-dire qu'elle doit être comprise, cette information. Donc là, peut-être un challenge supplémentaire en ce qui concerne les nouvelles technologies et la problématique de cette connexion. Pareil pour le consentement, c'est-à-dire comment je vais matérialiser que le patient a correctement et a bien compris cette information. Et également, on peut se poser la question sur est-ce que cette connexion ne va pas être à l'origine donc, de nouveaux droits du patient. On parle beaucoup du droit au silence des puces, c'est-à-dire qu'avoir en tant qu'utilisateur ou consommateur d'un objet connecté le droit d'appuyer sur une touche et faire en sorte que cet objet ne connecte plus et n'envoie plus de données. Techniquement, c'est quasiment impossible. La CNIL nous explique qu'il est plus facile... je peux tuer une puce, mais je ne peux pas la rendre silencieuse. C'est quasiment impossible. Donc, du coup, on n'a aucun texte européen ou aucun texte national qui vient affirmer donc, ce fameux droit au silence des puces. On est davantage sur une notion de ce qu'on appelle privacy by design, c'est-à-dire en fait de demander à des fabricants, à des constructeurs de respecter certaines obligations qui permettront à l'utilisateur, le cas échéant, de ne pas connecter. Et également donc toute la fameuse question de la propriété des données, qui va être propriétaire donc de ces fameuses données, ce qu'on appelle maintenant le nouveau grand capital, avec également des questions extrêmement intéressantes. Mais l'autre question qui est intéressante, c'est quelque part quel impact sur les obligations du patient connecté. Ce qui est intéressant dans la connexion, quelque part, c'est que cette connexion, elle va me permettre de connaître le comportement d'un patient et de savoir, ce qu'on a dit en introduction, est-ce que le patient, par exemple, a correctement ou pas ingéré ses médicaments? Est-ce qu'il a correctement ou pas fait son activité physique? Est-ce qu'il a correctement ou pas utilisé sa machine pour la pression positive continue en ce qui concerne l'apnée du sommeil? Et là, en fait, on a des éléments de réflexion intéressants. On le voit en fait émettre aux États-Unis, en Afrique du Sud, donc dans beaucoup de pays anglo-saxons, mais pas que, en fait, des assureurs qui quelque part en fait vont demander à des patients d'avoir un certain comportement type pour pouvoir bénéficier de certains avantages ou tout simplement pour pouvoir bénéficier toujours de leur couverture santé. Et comment je vais contrôler ce comportement? Je vais le contrôler grâce à un objet connecté, à une connexion. Bon. Et donc nous, en tant que juristes, on doit s'interroger, est-ce que ça c'est possible en fait en matière de droit français? Bon. Quand on regarde en matière de droit français, déjà on a un article extrêmement intéressant, c'est l'article L1111.1 du Code de santé publique. Les droits des usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. Bon. Nous avons donc un article du Code de santé publique qui n'a pas été modifié par la nouvelle loi santé, qui est assez clair et qui quand même permettrait ce genre de
principe. Et d'ailleurs, en fait, on le voit, on a l'assurance maladie française qui commence à taper en fait à la porte, qui commence à taper tout doucement à la porte, qui l'a fait en ce qui concerne donc la pression positive continue et l'apnée du sommeil, qui a émis un arrêté en fait qui conditionnait le remboursement quelque part d'un traitement, c'est-à-dire à la prise en charge de la location d'un appareil pour l'apnée du sommeil, à l'observance ou pas de ce traitement. Et comment je contrôle l'observance? Je le contrôle grâce à des systèmes de téléobservance et donc en fait un objet connecté. Cet arrêté, il a été annulé par le Conseil d'État. Mais il n'a pas été annulé pour des questions de fond. Il a été annulé uniquement pour des questions de forme. Et donc l'assurance maladie est actuellement en train de revoir sa copie. De façon plus globale, en Belgique, il y a peu de temps, ils ont également conditionné le remboursement d'un traitement au contrôle que le patient avait arrêté le tabac depuis au moins 6 mois. Et si en fait ce patient, en fait, suite à des tests, on analysait qu'il avait fumé une cigarette ou pris des substituts nicotiniques, en fait, il n'était pas pris en charge. Et on le voit émerger dans tous les systèmes de santé. On commence en fait à avoir des interrogations sur cette façon de faire. Et la connexion, en fait, c'est la clé quelque part. C'est la clé en fait de cette évolution. Donc la connexion. Le positif, déjà, c'est que ça va me permettre de savoir est-ce que mon patient, par exemple, est observant ou n'est pas observant. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de cette information. Est-ce que je m'en sers pour faire en sorte que mon patient devienne davantage observant ou est-ce que je m'en sers pour le sanctionner? Et le sanctionner, ça peut être l'exclure du système de santé. Et donc ça, c'est des grandes interrogations à venir pour notre système de santé. Vous le savez, le système de santé français n'est pas pour le moment un des plus riches qui puisse exister. Et donc nous avons une grande réflexion à avoir. Et dernier élément d'un point de vue juridique qui est intéressant, le Conseil constitutionnel qui a affirmé... Ah oui, ça c'est qu'on va avoir un souci. Je vais le mettre comme ça. Le Conseil constitutionnel, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à que soit... Bon, en gros, le Conseil constitutionnel... parce qu'il y a un problème, valide cet élément, car il avait été attaqué sur cette notion de principe d'égalité, justement de conditionnement de remboursement, et en fait il explique, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas contraire au principe d'égalité, d'accord, de mettre en place de tels systèmes et de telles hypothèses. Donc c'est intéressant, car quelque part, juridiquement, nous avons la possibilité, les textes le permettent, de conditionner un remboursement. Bien évidemment, il faut que ce conditionnement soit justifié, qu'il y ait toute une série de critères qui soient respectés, mais nous avons en fait la possibilité de le faire. Et donc, c'est des éléments de réflexion intéressants et que je voulais vous faire part donc, pour introduire cette matinée juridique. Et là, donc, nous allons passer dans le concret. Et donc, je regarde, est-ce que Maître Amouzou et Maître Lambert sont là? Je les avais vus. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre attention et donc nous allons pouvoir commencer véritablement cet atelier juridique. Nous allons pouvoir commencer donc cet atelier sur comment sécuriser un projet portant sur une solution de e-santé. Donc nous avons l'immense plaisir d'accueillir donc Maître Amouzou et Maître Lambert, qui sont donc avocats pour le cabinet d'avocats Hoche Avocat. Et donc on va commencer parce qu'on commence à être un peu en retard. Voilà, donc je vous laisse la parole. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc merci Yann de cette courte introduction. Alors on va essayer de faire comme notre vol ce matin, on va essayer de rattraper en cours de vol le retard qu'on a pris. Bien, donc merci d'être aussi nombreux à cet atelier. Je vais peut-être me décaler, ça permettra aux participants de voir. Bien. Donc nous allons aujourd'hui parler donc, en premier lieu de la manière et des modalités de sécuriser un projet portant sur une solution e-santé. Bien, donc on va commencer par expliciter un petit peu. Alors vous allez me dire que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous n'ont pas forcément besoin de ce rappel-là. On va le faire de manière extrêmement brève. Donc on va quand même rappeler que à la base, une solution e-santé, c'est un ensemble de composants. Donc, vous avez effectivement toujours au plus près de l'utilisateur comme au plus près du praticien, le cas échéant, donc des interfaces IHM, donc qui peuvent être des interfaces graphiques, visuelles, textuelles, sonores, tout ce qu'on veut, un certain nombre d'applications, du soft, des bases de données multiples, diverses et variées qui vont permettre d'alimenter le système et de générer un certain nombre d'interactions. Vous m'entendez toujours bien? Et non? Ah, et là ça va mieux? Merci. Et donc des objets connectés. Et évidemment, les fameuses API, donc on a mis tout ça
de manière groupée les fameuses API qui aujourd'hui constituent, j'ai envie de dire, à la fois les ponts, les autoroutes et les interfaces entre les différents systèmes et qui deviennent effectivement des points assez critiques. On en parlera un petit peu plus tard. Un projet, c'est également un certain nombre d'acteurs. Donc dans les acteurs, vous avez naturellement à la base donc, des professionnels de santé, des utilisateurs, un pôle comme un autre, des établissements de santé, des concepteurs de soft, des hébergeurs de données de santé et des prestataires de différents services. On peut par exemple penser aux prestataires de services de maintenance, mais il y en a tout un tas d'autres qu'on pourrait citer. Donc l'intervention de tous ces acteurs, chacun avec son rôle, amène en réalité donc une complexification des règles à prendre en compte. Parce qu'on n'est pas sur un domaine qui est univoque. Il ne s'agit pas, par exemple, nous qui faisons par exemple du droit de la santé, il ne s'agit pas de faire du droit pénal ou de faire du droit civil, il s'agit de faire du droit qui est appliqué à une technologie, donc dans un domaine qui est réglementé, un domaine où les acteurs sont multiples, chacun apporte son savoir-faire spécifique et en plus de cela, les enjeux économiques sont complexes. Donc, il y a quand même une problématique, c'est que comme on est en matière d'e-santé, seules les solutions qui sont conformes à la réglementation sont susceptibles d'être utilisées de manière pérenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager, on le verra, il y a un certain nombre de règles, un corpus de règles. On ne peut valablement pas envisager aujourd'hui de mettre en œuvre des solutions qui ne sont pas conformes à la réglementation. Elles ne pourraient pas accéder au marché ou en tout cas ne pourraient pas rester durablement sur le marché. Donc pour garantir donc la réalisation et le financement d'une solution et son exploitation commerciale, il y a donc un certain nombre de règles qu'il faut prendre en compte et je vais peut-être passer la parole à Maud pour qu'elle vous décrive ces règles. Alors on va essayer de décrire un petit peu en plusieurs étapes ce qui est important d'avoir à l'esprit quand on conçoit une solution e-santé. Donc la première question qu'on se pose, c'est quels sont les éléments de la solution qui sont protégeables et à qui ils appartiennent. Ensuite, de savoir si la solution constitue un dispositif médical. Ensuite, d'avoir une vision de s'il y a des données personnelles, comment on doit implémenter un certain nombre de choses pour que la solution soit conforme à la réglementation. Et enfin comment on prépare l'exploitation commerciale de la solution. Donc s'agissant des éléments de la solution, donc on est reparti du schéma initial qu'on vous a montré et on va essayer de distinguer pour chacun des composants quel est le régime juridique applicable. Parce qu'en fait, il y a en France différents types de régimes. Ça peut être le droit d'auteur, le droit des marques qui est le droit le plus connu, le droit des brevets et le fameux droit des producteurs de bases de données, qui est un terme un peu compliqué comme ça, mais qui revient en fait à donner des droits à celui qui conçoit la base de données. Alors tous ces régimes ne sont pas forcément applicables à tous les éléments de la solution qu'on a vue au départ, et tous les éléments de la solution ne sont pas nécessairement protégeables. Voilà, donc on va faire un petit détail. Alors s'agissant de tout ce qui est logiciel et application, donc il y a un principe général qui est celui ce qu'on appelle le droit d'auteur. Donc en fait, si on considère que les logiciels en tout cas, c'est écrit dans le code. Voilà, le logiciel et la documentation qui est associée peut constituer un droit susceptible d'être protégé, à supposer évidemment d'être original. On considère que pour cela, évidemment, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut distinguer à partir de quand à partir de quand s'applique la protection du droit d'auteur. On considère que ça commence à partir du moment où on crée le logiciel. Il n'y a pas de formalité à accomplir, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans une administration, d'aller voir la CNIL ou un autre organisme pour protéger ses droits. Et le droit d'auteur ne protège que le code, il ne protège pas les fonctionnalités du logiciel. C'est-à-dire que ça peut être repris par quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux dire. C'est le code uniquement qui est protégé. Voilà. Et donc, si on a ce droit d'auteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a le droit de protéger sa solution contre l'utilisation par un autre
du logiciel. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut se prémunir contre une utilisation non autorisée, c'est-à-dire qu'on peut, dans l'exploitation future, dire oui, tu as le droit de l'utiliser, mais à certaines conditions, tu me payes une redevance, ou tu as le droit de l'utiliser si je cède tous mes droits, par exemple. S'agissant de... Alors, il y a une autre type de protection possible qui est la protection par brevet, qui est un peu plus complexe en réalité et qui touche quand même beaucoup moins de solutions informatiques. C'est si le programme informatique, finalement, produit des effets techniques particuliers. Et donc, à ce moment-là, on considère qu'il peut être protégé au titre du brevet, en sachant que ça doit passer par une procédure d'enregistrement auprès de l'INPI. C'est assez complexe à mettre en œuvre, mais c'est possible. Voilà. Et là encore, qu'est-ce que ça apporte comme droit? C'est le droit de se protéger contre l'utilisation par un tiers sans autorisation. Vas-y, vas-y. Alors donc pour ceux d'entre vous qui sont porteurs de projets ou qui sont appelés à intervenir sur des projets, ce qu'il faut retenir de très important, c'est que la propriété intellectuelle marque ce qu'on appelle un monopole. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle? Vous construisez, vous achetez un terrain, vous construisez une maison, vous clôturez votre terrain, c'est à vous, c'est indubitable, il n'y a pas de difficulté. La propriété intellectuelle, c'est une idée que vous avez eue en tête, sur laquelle vous avez travaillé et que vous avez formalisée. Donc, ce qui signifie qu'a priori, une idée, n'importe qui en prend connaissance peut reprendre votre idée et s'en servir. Et la propriété intellectuelle vient créer ce qu'on appelle un monopole d'exploitation. C'est la raison pour laquelle, quand on est porteur de projet ou financeur de projet, ou que l'on intervient à quelque titre que ce soit sur un projet, il faut être très attentif à ces problématiques-là parce que c'est la manière dont vous allez concevoir votre schéma de propriété intellectuelle, la même façon que vous allez concevoir votre système, qui va faire que vous allez demain pouvoir revendiquer un monopole d'exploitation. Et c'est parce que vous avez un monopole d'exploitation de ce que vous avez inventé que vous allez pouvoir le rentabiliser. Hein, imaginez une autoroute à péage sans barrière. Donc la propriété intellectuelle, c'est comme l'autoroute. Simplement, c'est la barrière. Voilà, donc vous voulez prendre l'autoroute, il faut effectivement payer. Sinon, vous ne la prenez pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ en tant qu'élément fondamental d'un projet. On rencontre encore beaucoup de projets où finalement la question de la propriété intellectuelle est posée très longtemps, je dirais, en aval des projets. Et quand on est sur une protection par le brevet, qui est quelque chose qui est relativement important, surtout que quand on parle d'objets connectés, on va rapidement arriver sur des applications industrielles, donc on va pouvoir utiliser la protection par le brevet, on peut se retrouver avec des projets qui sont développés depuis 3, 4, 5 ans. Et là, les porteurs de projets viennent vers nous et nous disent « mais on aimerait déposer un brevet ». Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va voir l'ingénieur breveteur, donc le conseil en propriété industrielle avec lequel nous travaillons. Il dit, mais ça fait 4-5 ans, ce n'est plus nouveau. Donc, je ne peux plus déposer le brevet. Ouais, donc, il y a des réflexes à avoir. Et la propriété intellectuelle, ce n'est pas un moyen de bloquer les autres. Il faut simplement l'intégrer comme étant une composante indispensable, nécessaire, mais non suffisante de la notion de rentabilité du projet. Et c'est ce monopole-là qui va vous permettre d'avoir une exploitation. Du coup, je continue. OK. Donc, la protection par les bases de données. Donc, vous avez ensuite, donc, on a parlé du droit d'auteur, c'est-à-dire j'ai une idée, comment est-ce qu'elle est protégée une fois que je l'ai formalisée. Un brevet, j'ai une idée, mais qui est susceptible d'être appliquée industriellement, donc qui est susceptible d'une application industrielle. Et troisièmement, la protection par les bases de données. Alors, pardonnez-nous, je dirais, la définition un peu juridique, mais une base de données, d'une manière générale, c'est tout recueil systématique et ordonné d'informations. Et on sait aujourd'hui que dans le domaine de l'e-santé, la notion de base de données est une notion cruciale, puisque les applications, la plupart des applications, vont soit aller utiliser des données qui existent dans des bases de données et les traiter, soit vont servir à aller alimenter des bases de données, soit les deux. Donc là encore, on est effectivement sur une partie technique qui est protégée juridiquement et la protection juridique et contractuelle constitue un élément important. Donc, pour faire très très court sur les bases de données, donc le droit des bases de données donne simplement donc, aux titulaires de ces droits-là la possibilité d'interdire. Donc c'est un droit négatif, c'est-à-dire ça donne aux titulaires la possibilité d'interdire. Donc a posteriori, si le titulaire n'interdit pas, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut de sa base de données. Voilà. Donc c'est un droit qu'il faut prendre par le biais de l'interdiction et non pas par le biais de l'autorisation.
En revanche, on vous parlait effectivement de se préoccuper dès le départ des notions de propriété intellectuelle. Lorsque l'on met de l'argent dans une base de données, lorsque l'on crée une base de données, si vous allez voir un juriste ou un conseil en propriété industrielle, ce qu'il vous dira, c'est de faire en sorte pour, dès à présent, tracer tous les investissements que vous faites. Parce que la base de données, qui est quelque chose d'extrêmement conséquent, c'est-à-dire ça peut être une base de données pharmacologique, ça peut être une base de données de patients, ça peut être une base de données de symptômes. Regardez les projets que Google est en train de faire aujourd'hui et qui reposent essentiellement donc sur du big data, vous allez voir que, je dirais, la protection de la base de données n'est enclenchée sur le plan juridique que par le fait que vous êtes, vous, en tant que titulaire du droit sur la base de données, capable de démontrer que vous avez créé un investissement. Ce qui signifie que si vous avez fait un développement tout seul dans votre coin, le jour où vous voudrez démontrer que vous êtes titulaire d'un droit sur cette base-là, vous allez devoir recenser toutes les heures que vous avez passées, tous les outils que vous avez achetés, etc., etc. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut penser en amont et pas au moment où on veut commercialiser. Quand on se pose la question de la propriété intellectuelle à la fin des développements, au moment où on veut commercialiser, ce n'est pas trop tard, mais c'est simplement tard et ça coûte beaucoup plus cher que si on l'avait réalisé en amont. Bien, donc, en fait, pour avancer, donc la protection des interfaces, alors c'est effectivement un point qui peut être crucial aujourd'hui, donc la protection des IHM. Pourquoi ? Parce que on voit effectivement que dans certains types d'applications, dès qu'on est face à des consommateurs, donc on est en B2C, à des patients, on va les appeler des consommateurs d'une manière générale, on voit que les interfaces homme-machine, comme on les appelait il y a 40 ans, mais ça reste toujours des interfaces homme-machine, sont un élément clé du succès des applications. Vous pouvez avoir de très très belles applications, très très bien conçues. Si les IHM ne sont pas au niveau, ne répondent pas aux attentes des utilisateurs, ça ne marchera pas. Et on voit bien que sont passés maîtres dans cette matière-là les géants que sont Apple, Samsung et Google. Alors, il y a, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, il y a une notion beaucoup plus floue, qui est une notion qui peut, je dirais, parfois induire les personnes en erreur. On a souvent des porteurs de projets qui viennent nous voir, ils nous disent, voilà, moi ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet-là, et puis mon concurrent fait la même chose, mon concurrent s'est approprié mon savoir-faire. Oui, bien sûr. Il s'est approprié votre savoir-faire. Alors comment ? Mais oui, en fait, on a travaillé avec un sous-traitant, et puis le sous-traitant a changé de boîte, il a recruté mon sous-traitant, qui finalement est passé de l'autre côté, du côté obscur de la force, et mon sous-traitant a donné toutes les informations que j'avais. Oui, oui, c'est scandaleux, maître, faites un procès. Oui, mais bon, on va faire le procès comment ? Sur quelle base ? Ah, mais c'est mon savoir-faire qui a été volé. Oui, le problème, c'est qu'en droit français, le savoir-faire ne fait pas l'objet d'un monopole d'exploitation. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur le droit d'auteur, sur le brevet et sur les bases de données, le savoir-faire ne fait pas en droit français l'objet d'un monopole d'exploitation. Si vous avez un savoir-faire, le seul moyen de le protéger, c'est par le secret. Voilà. S'il n'y a pas de secret, il n'y a plus de savoir-faire. Donc une fois que le savoir-faire est divulgué dans la nature, c'est terminé. Vous n'avez plus rien. Donc quand vous avez une très très bonne idée, et le cas typique, c'est le cas des recettes. Vous avez des chefs, effectivement, ils vous donnent la recette, vous la reproduisez, mais vous n'arrivez pas au même résultat. Mais voilà, là, le savoir-faire, c'est ce qui fait la différence entre la recette faite par n'importe qui, suivie à la lettre, et la recette réalisée par un chef. C'est ça qui fait la différence. Et ces éléments-là sont des éléments qu'il faut protéger par le secret. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait ? Alors comment on fait ? La première chose, c'est que quand on est porteur de projet, à minima, même si on n'a pas les moyens d'aller recruter les services d'un avocat ou d'un juriste, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va au moins sur Internet, vous avez des accords, des modèles d'accords de confidentialité, au moins on fait signer un accord de confidentialité à toutes les personnes avec lesquelles on communique. Parce que si vous ne faites pas ça, toute personne peut réutiliser votre idée et partir avec. Ensuite, une fois que le mal est fait, on va voir l'avocat et on demande à l'avocat de faire un procès. Donc l'avocat, il va faire le procès, peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il vous dira franchement non, c'est pas la peine, ou vous ne gagnerez pas. Et vous verrez, après, si vous voulez jeter de l'argent, pas par la fenêtre, mais dans la poche de l'avocat, pourquoi pas. Mais on vous dira simplement que l'avocat agira sur le fondement de ce qu'on appelle la concurrence déloyale.
ou les agissements parasitaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire à ce stade-là. Voilà. Donc attention à la protection du savoir-faire qui bien souvent est quelque chose de bien plus important que ce qu'on a pu écrire dans un brevet. Donc, une autre problématique qui est propre donc, au projet. Alors, qui dit projet dit travail en commun. Voilà. Et qui dit travail en commun dit effectivement modalité d'organisation du travail en commun. C'est-à-dire, la logique sous-jacente à toutes ces problématiques, c'est que vous avez plusieurs personnes qui se mettent à faire un travail. Donc chacun va apporter effectivement une partie de son savoir-faire pour le cas. Et la question se pose de se dire, mais à la fin du jour, quand on obtient un résultat, à qui il appartient? Voilà. Vous n'avez pas idée, derrière cette slide-là, des problématiques contractuelles, juridiques que l'on peut avoir dans les contrats de partenariat. À partir du moment où ça nous est arrivé de monter des partenariats extrêmement complexes, vous avez 10 intervenants, parfois c'est les acteurs de la santé, c'est les acteurs de la distribution, tout ce monde-là est emmêlé, tout le monde travaille ensemble, ça crée des problématiques assez incroyables. Globalement, en droit français, lorsqu'une solution est créée à plusieurs, la solution peut appartenir donc à ses auteurs, donc à ce moment-là, c'est une solution qui est sous le régime de la copropriété, ou elle peut appartenir à une tierce personne qui sera investie des droits à la place des créateurs. Alors, je vais vous expliquer ce que cela signifie. Le régime de l'œuvre de collaboration, en réalité, c'est un régime de copropriété. C'est-à-dire que finalement, de copropriété indivise. C'est-à-dire que finalement, on s'est mis à 3 ou à 10 pour créer un produit. On estime qu'on est tous copropriétaires de ce produit-là. C'est un régime qui nécessite, exactement comme l'appartement que vous avez ou la résidence que vous pouvez avoir dans un lotissement, c'est un régime qui nécessite un accord de copropriété, qui peut être quelque chose de compliqué à rédiger et parfois d'encore plus compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que quand on est dans le régime d'une offre de collaboration, tous les actes d'exploitation doivent recueillir l'aval de tous les copropriétaires. Sauf si effectivement, en amont, on a prévu des règles de copropriété qui disent exactement comme pour votre appartement, si on doit refaire le toit, c'est voté à la majorité des 7/10. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les 3/10 qui ne voulaient pas qu'on refasse le toit, c'est tant pis pour eux. Non seulement on va refaire le toit, mais en plus, ils vont payer puisqu'ils sont copropriétaires. Si on ne fait pas ça, si on n'a pas pris cette précaution-là en amont, les créateurs vont se retrouver, les porteurs de projets vont se retrouver dans une situation de droit indivis et concurrent, situation dans laquelle il faudra l'accord unanime de tous les copropriétaires pour procéder au moindre acte d'exploitation. Je ne vous dis pas ce que ça peut donner comme complexité quand on n'a pas prévu ce travail-là en amont. Donc, l'œuvre collective, alors c'est un régime que nous avons tendance à privilégier. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'œuvre collective obéit au régime suivant. On va dire finalement, il y a une dizaine de porteurs de projets, une dizaine de créateurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que la structure qui pilote le projet, qui est en charge de piloter le projet, elle va être investie de la totalité des droits d'exploitation. Voilà. Et c'est cette structure-là qui va exploiter donc la création, l'œuvre, le produit, la solution, l'application, pour le compte donc des titulaires des droits. Alors c'est un mécanisme qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais beaucoup plus facile à appliquer et qui évite les problématiques de contentieux dans la mesure où finalement il y a un chef, il y a un capitaine, c'est lui qui décide et il en fait bénéficier tous les autres. Voilà. Bien, donc, maintenant qu'on a parlé des problématiques de se dire je conçois ma solution, à qui elle appartient, qui a le droit de l'exploiter, une autre problématique qui peut se poser, évidemment en matière d'e-santé, et qui va amener un corpus de règles qui vont s'appliquer, c'est la question de savoir si la solution constitue ou pas un dispositif médical. Ça, c'est la question qui revient de manière assez récurrente en matière de e-santé, puisque en fait, évidemment, le dispositif médical implique la certification de l'objet, et donc nécessite évidemment des coûts complémentaires. Alors, en pratique,
nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord, avant d'aller directement voir l'autorité qui procède à la certification, il est possible de faire une analyse de faisabilité, c'est-à-dire qu'on regarde en fonction des critères qui sont prévus pour à quoi correspond un dispositif médical pour savoir si effectivement on rentre dans les critères ou pas, et si on va être soumis à toute la réglementation qui découle, ou si ça va être simple marquage, qu'on appelle le simple marquage CE. Voilà. Alors c'est des termes qui sont un peu complexes. Alors enfin, j'imagine que tout ce qui est objet connecté de santé, bon, j'ai mis balancier, pilulier, revêtement au sol, donc j'imagine que tout le monde connaît bien mieux que moi la liste de tous les objets connectés de santé. Alors tous ces objets sont considérés comme des dispositifs médicaux pour deux raisons. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord que l'objet connecté ait ce qu'on appelle une finalité médicale. Alors ça, c'est les termes de la loi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un critère qui a été fixé. Et en fait, à chaque fois qu'on est face à ça peut être une solution, on analyse si les deux critères sont remplis. Voilà. Donc le premier critère, c'est est-ce qu'il y a une finalité médicale. Alors finalité médicale, ça veut dire quoi? C'est est-ce que l'objet a pour objet de faire du diagnostic, de la prévention ou des traitements. Et le deuxième critère, c'est savoir si l'objet connecté a produit un effet sur le corps. Voilà. Alors, exemple, capteur de fréquence cardiaque considéré comme un dispositif médical, et l'objet ne constituant pas un dispositif médical, c'est un logiciel qui fait de la gestion administrative de patients. Il ne touche pas au patient, il n'y a pas d'effet sur le patient. Et donc, ou alors, par exemple, un logiciel qui fait simplement du suivi de médicaments, pour savoir si vous avez pris vos médicaments tous les jours, il vous envoie un rappel. Ne pas oublier, si vous finalement vous cliquez pas « Ok, j'ai bien pris mon médicament », ça envoie une alerte. Bon, bah, typiquement, c'est pas un... Même si ça prévient le médecin, il n'y a pas de... C'est pas un dispositif médical. Alors, l'autorité qui s'occupe de la certification des dispositifs médicaux a une analyse qui est assez stricte sur la question de est-ce qu'un logiciel peut constituer ou non un dispositif médical, et elle considère que, par exemple, si un logiciel n'est qu'un accessoire d'un objet connecté type une balance, il peut lui aussi être considéré comme un dispositif médical et donc être soumis à toutes les certifications. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, il faut vraiment, si les deux, il y a vraiment une adhérence entre les deux, si l'un a un effet sur l'autre, eh ben, on considère que le logiciel peut être considéré comme un dispositif médical. Voilà. Et l'autorité va analyser le logiciel par module, c'est-à-dire qu'il va séquencer, on va différencier un petit peu la composition du logiciel, et peut-être que certaines parties peuvent échapper au mécanisme de certification. Voilà. Voilà, donc en France, l'organisme notifié, c'est le LNE, qui est le laboratoire national d'essai. Il faut savoir qu'il est tout à fait possible de faire certifier le logiciel par un autre organisme en Europe. Le LNE est considéré comme l'organisme le plus sévère, strict, en tout cas sur la question des dispositifs médicaux et de tous les autres objets qui doivent faire l'objet d'une certification type balance en caisse, enfin, des choses comme ça. Alors, on a fait un petit schéma récapitulatif bon, qui est assez simple. Hein. C'est en gros, oui ou non, ça fait l'objet d'un... Enfin, c'est pas si simple, mais une fois qu'on a considéré que ça faisait ou pas l'objet d'un dispositif médical, on doit passer par tout le mécanisme de certification. Et bon, je rentre pas dans les classifications, mais en fait, il y a des niveaux de classification. On doit rentrer dans certaines catégories. Par exemple, le pacemaker ne rentre pas dans la même catégorie que des béquilles. Enfin voilà, que toutes les choses comme ça. Et donc, on peut soit avoir besoin de recourir aux organismes notifiés pour obtenir cette autorisation, ou alors on peut bénéficier d'un mécanisme de ce qu'on appelle une autocertification, voilà, qui est réservé dans certains cas, principalement des industriels et qui ont déjà tout un process en fait existant en interne. On déroule rapidement ou... Oui. Enfin, donc ça, c'est pour la première partie. Et donc, si vous obtenez votre sésame, donc vous avez le droit de mettre votre solution sur le marché. Et il faudra ajouter ce qu'on appelle le marquage CE. Donc c'est un joli C, un joli E qu'on met sur le packaging même du logiciel. C'est comme ça.
Alors sur la fameuse question des données personnelles, donc ce que nous on voulait essayer de vous transmettre comme information, c'est qu'aujourd'hui on est soumis à une réglementation que tout le monde connaît, qui est la loi informatique et liberté, qui est une loi assez ancienne de 1978, et que demain il va falloir se mettre en conformité avec ce qu'on appelle le règlement européen sur la protection des données personnelles, qui est un règlement européen qui vient d'être publié au journal officiel et qui a fait l'objet de discussions pendant 4 ans à la Commission européenne et qui va être applicable directement en France et dans tous les autres pays européens à partir de mai 2018. Donc aujourd'hui, il ne me paraît pas sain de concevoir une solution sans intégrer d'ores et déjà ce qui va être prévu, ce qui est prévu par ce règlement européen. En fait, d'un point de vue purement juridique, un règlement européen par rapport à une directive, c'est-à-dire qu'une directive, pour être applicable dans un pays européen, il faut ce qu'on appelle une loi de transposition. Quand c'est un règlement, il n'y a pas de loi de transposition, c'est applicable tout de suite. C'est-à-dire que là, ils ont dit que c'était applicable le 25 mai 2018. C'est applicable le 25 mai 2018. Il y a par tout le monde. Il n'y aura pas de temps intermédiaire. Le temps intermédiaire, c'est les 2 ans qui est le délai transitoire pour, enfin pas transitoire, mais en tout cas le délai pour l'entrée en vigueur et pour, en principe, permettre à tout le monde de se préparer à l'application de ce règlement. Et vous allez voir que ce règlement amène effectivement un nombre de contraintes assez fortes, assez inédites, en particulier donc en matière de santé. C'est un Big Bang aussi important que ce que l'on a pu connaître avec les normes fiscales et comptables il y a quelques années. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à partir du moment où une donnée permet d'identifier une personne, que ce soit un numéro d'hospitalisation, que ce soit un numéro d'immatriculation, un numéro de téléphone, c'est une donnée ce qu'on appelle une donnée personnelle. Donc finalement, on ne peut pas faire plus large. Voilà. Aujourd'hui, d'une manière générale, toutes les données qui sont relatives à un individu deviennent une donnée personnelle, puisque par recoupement, on peut identifier à qui était attribuée cette donnée ou à qui elle était relative à un certain moment. Par exemple, si vous allez dans un hôpital, par exemple, quelque chose d'aussi banal qu'un numéro de chambre devient une donnée personnelle, puisque si l'on regarde le registre de fréquentation des chambres, on verra que telle chambre à telle heure, telle date à telle heure était occupée par telle personne. Donc on est parti d'un système où les principales données personnelles, c'était en gros le nom, le prénom évidemment de la personne, son image, les numéros d'immatriculation à la sécurité sociale, les plaques minéralogiques, les numéros de téléphone. On est parti finalement d'une acception assez restrictive de la notion de données personnelles, avec aujourd'hui, par la puissance de l'informatique et par la puissance des traitements, en particulier ce qu'on appelle le big data, on se retrouve aujourd'hui avec des données personnelles qui recouvrent tous les champs possibles et imaginables. Donc tout est aujourd'hui, on peut dire, tout est aujourd'hui constitue une donnée personnelle. Voilà, et oui. Alors sur les données de santé, maintenant, avant il n'y avait pas de définition. Donc pour faire simple, maintenant il y a une définition qui est prévue dans le règlement européen. C'est tout ce qui est lié à la santé. Donc exemple, je sais pas, tout ce qui est... donc on sait qu'une femme est enceinte, c'est une donnée de santé. Donc à partir du moment où une application collecte cette information, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour la myopie, qui est considérée comme liée à l'état de santé de la personne, c'est une donnée de santé. Vous portez des lunettes ou des lentilles, c'est une donnée de santé. Vous avez une béquille, c'est une donnée de santé. Vous êtes rentré dans une pharmacie pour acheter de l'aspirine, c'est une donnée de santé parce que ça signifie que vous aviez mal à la tête ou ailleurs. Voilà, et la question sur toutes les données dites sur le bien-être, voilà, donc j'ai mon application running, donc tous les jours je vais courir, et donc j'ai perdu du poids, par exemple, au bout d'un certain nombre de fois. Aujourd'hui, l'analyse de la commission, enfin du groupe qui réfléchit, qui s'appelle le G29 sur les données personnelles, considère que ça peut être considéré comme une donnée personnelle si dans le temps on peut analyser l'état de santé de la personne.
Donc si par exemple j'ai une augmentation de poids fulgurante ou une baisse de poids fulgurante et qu'il y a d'autres caractéristiques qui démontrent que finalement j'ai une obésité ou autre, ça peut être considéré comme une donnée de santé et donc soumis à la liste des obligations qui sont ci-dessous. On a essayé de lister les grands principes qu'il faut intégrer dans la conception de la solution. Et ça, c'est quelque chose, quand je vous dis que ça doit être intégré dans la conception de la solution, c'est ce qui est prévu par le règlement européen. Donc il faut prévoir, si vous voulez, la manière d'informer les personnes concernant le traitement. Il y a toute une liste, c'est un peu une liste à l'après-vert, hein. C'est un peu aujourd'hui comme les conditions générales de vente, c'est un peu la même chose. Donc il y a toute une liste où il faut dire qui est responsable du traitement, à qui je les envoie, dans quel objectif. Voilà, il y a toute une liste de données qui est prévue par le règlement européen, qui est une liste vraiment longue, mais il faut intégrer cet élément pour le mettre dans la solution pour qu'il y ait l'espace en fait et le moyen d'être sûr que la personne sera informée. Ensuite, voilà. le recueil préalable du consentement, c'est-à-dire la loi et le règlement posent aujourd'hui en principe que pour traiter une donnée personnelle, il faut avoir le consentement de la personne concernée. Si on n'a pas le consentement, on n'a pas le droit de la traiter. Alors, le problème, c'est que quand on rentre sur le terrain juridique, c'est une chose que de dire j'ai recueilli le consentement, c'en est une autre que le jour où on vient vous demander mais avez-vous recueilli le consentement de la personne, d'être capable de démontrer que vous l'avez recueilli. Donc le recueil de ce consentement suppose donc une problématique d'archivage. Et les deux éléments que nous venons de voir sont des éléments qui sur le plan informatique ne sont pas neutres, ce sont de véritables éléments de coût. Parce que informer les personnes, cela signifie avoir des champs d'information sur des formulaires. Recueillir le consentement, cela signifie avoir des champs de cases à cocher sur les formulaires, ce qui signifie derrière de la donnée et du traitement en base de données, ce qui peut rapidement redevenir assez lourd. Et l'archivage, mine de rien, ça peut signifier beaucoup d'argent puisqu'on est en matière physique et que la prescription est, pour ainsi dire, ad vitam aeternam. Voilà, il faut aussi également prévoir le droit à l'effacement des données, ça ce qui est prévu par le règlement. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis un utilisateur et que demain je n'ai plus envie que mes données soient traitées par l'application, il faut être capable de supprimer l'intégralité des données de la base. Voilà, donc il faut prévoir le mécanisme. C'est parfait, c'est parfait. C'est bon ? Oui, oui. Après, on est obligé d'aller un peu vite. Mais Et ce que je vous ai dit sur ce qu'on appelle, je pense que tout le monde a entendu parler du privacy by design ou by default, ça veut dire qu'il faut intégrer tous ces éléments dès la conception de la solution et être en mesure de tracer que vous les avez intégrés. C'est que très clairement, on est passé d'un régime où d'un jour ou l'autre, la CNIL pouvait vous tomber dessus et vous dire vous êtes conforme, etc., à un régime où la loi vous demande, lorsque vous concevez des systèmes d'information traitant de données personnelles et en particulier de données de santé, la loi vous impose de faire une analyse de privacy, c'est-à-dire que d'intégrer donc l'élément vie privée, protection des données personnelles à la conception, à la réflexion sur le cahier des charges, sur la conception générale, sur la conception détaillée. Donc ça devient un élément, au même titre que les problématiques de fonctionnalité, de richesse fonctionnelle ou de performance, ça devient un élément de spécification, un élément intégrant du besoin à traiter. Et la loi vous dit, vous devez conserver la preuve que cela a été fait. Donc, ce qui signifie, à contrario, que demain, donc, les autorités pourront venir, comme en matière fiscale ou dans d'autres domaines de droit de la consommation, vous dire « Montrez-moi vos documents de conception de votre application. Et si dans les documents de conception de votre application, vous ne démontrez pas que vous avez traité la problématique de la vie privée, de la protection des données personnelles, vous avez un problème parce que vous serez en infraction et que cette infraction va entraîner l'application de sanctions relativement lourdes. » Voilà, et ce qu'il faut, je remets juste un point sur la responsabilité des sous-traitants, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un petit peu un parallélisme entre toutes les obligations qui incombent au responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est celui qui décide de du traitement.
Pour faire simple, celui qui décide de pourquoi je collecte les données et ce que j'en fais. Et en fait, toutes les obligations vont être reportées également sur le sous-traitant. Donc en fait, ça impose au responsable, donc celui qui décide des traitements de données, de vérifier que le sous-traitant applique lui-même toutes les règles de sécurité des données et des systèmes lorsqu'il traite, il traite pour vous les données de santé. Voilà, gestion des formulaires, je sais pas, il scanne, il vous les envoie, ça rentre dans sa base. Il faut que lui aussi se conforme à tout le règlement européen. Voilà, Donc, vas-y. autre point important, ça concerne la problématique de l'hébergement. C'est-à-dire que globalement, vous avez une règle qui dit, vous êtes un professionnel de santé, vous traitez des données, vous avez le droit de conserver les données chez vous, sur vos systèmes. C'est votre affaire, vous devez en assurer la sécurité. Vous êtes un professionnel de santé ou vous êtes un professionnel qui collecte des données de santé et vous ne les hébergez pas chez vous. Vous devez faire cet hébergement-là auprès d'un hébergeur agréé. Voilà, qui lui doit répondre à un cahier des charges, avoir une autorisation spécifique et répondre à un certain nombre de contraintes. Juste pour dire les choses très très rapidement, c'est qu'en fait on est sur une dichotomie juridique puisque finalement les données qui sont hébergées par un professionnel lui-même risquent d'avoir un degré de protection moindre que les données qui sont hébergées auprès d'un hébergeur professionnel à qui on va imposer tout un ensemble de règles, de processus et de méthodes. Voilà, je voudrais quand même rassurer sur le fait que tout ce qui est, que le régime de ce qu'on appelle la déclaration CNIL, autorisation CNIL, etc., va être remanié et que le règlement européen prévoit un mécanisme de registre. Donc ça va être un mécanisme différent, c'est-à-dire qu'on va devoir tenir des registres sur le traitement des données. Ça ne va plus être un mécanisme de déclaration CNIL, c'est-à-dire que la loi informatique et liberté, ça sera terminé. En revanche, ce que je sais, c'est que qu'il va y avoir une refonte de cette loi pour ne concerner que les traitements, par exemple, par les autorités publiques, type condamnation, etc. Et il va y avoir des spécificités sur les traitements de santé, mais il n'y a aucun projet à l'heure actuelle dont je peux vous parler, malheureusement. Bien, donc comment organiser l'exploitation d'une solution? Alors, on va passer, je dirais, très rapidement en revue. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu la revue de ce qu'il faut faire lorsque l'on doit exploiter une solution. Donc, la première chose, c'est l'obtention des licences, les cessions des droits d'auteur, donc la problématique de propriété intellectuelle. Ensuite, la problématique de protection de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire je dois organiser moi-même la protection de ce que je crée. En général, ça passe par l'accès aux sources et par le dépôt des sources, c'est-à-dire que je crée une application dans un langage quelconque, mais le premier réflexe sain, ça ne coûte pas très cher, c'est de faire un dépôt. Alors ce dépôt peut se faire auprès d'un organisme spécifique qui s'appelle l'Agence pour la protection des programmes, mais ça peut se faire aussi auprès de votre notaire du coin, qui sait faire ça, même si ce n'est pas le faire au quotidien, ça fait partie de sa formation, il est formé pour. Ensuite, la confidentialité de la solution, on en a parlé tout à l'heure, cette problématique des accords de confidentialité qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà. Ensuite, les conditions d'utilisation, les conditions contractuelles, tant vis-à-vis des utilisateurs que vis-à-vis des professionnels avec lesquels vous allez interagir. Problématique importante qui est celle de la gestion des accès à la solution. Alors ces accès-là, ça passe par les problématiques d'habilitation, qui accède à quel niveau à la solution, mais ça passe aussi par la problématique des API. Lorsque je donne une API pour ma solution, comment, dans quelles conditions, avec quels droits, qui fait quoi, qui peut faire quoi, quelles sont les fonctionnalités que j'embarque dans l'API. Et un point important que l'on retrouve encore malheureusement, c'est anticiper et gérer les problématiques de maintenance. Alors pour deux sujets, c'est qu'une solution effectivement dont l'exploitation, dont le budget ne prévoit pas les coûts de maintenance et les coûts d'évolution est une solution qui peut devenir obsolète, mais c'est aussi parce que de manière sous-jacente, sans rentrer dans le détail, nous nous rendons compte que les problématiques de maintien en conditions opérationnelles, les problématiques d'évolution amènent des changements qui peuvent faire perdre les certifications. Pour tout un tas de raisons qu'on détaillera si vous avez des questions ou qu'on pourra détailler en speed meeting tout à l'heure. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention. On a essayé d'être concis et merci.